Il me semble que les autorités de la transition souvent portent des verres en banco. Elles ne voient pas la réalité. Donc, disons-nous la réalité. Il est bon de prélever des taxes, il est bon de parler de souveraineté. Et même le Canada a été développé par un système d'épargne. J'ai suivi un documentaire hier par rapport à ça. Mais le problème est que, est-ce que le moment-ci, et si le moment-ci, il faut donner des explications détaillées, comme l'a dit le docteur Amar. Il faut expliquer, il faut faire comprendre à la population qu'est-ce que c'est que ces genres de taxes. Parce que la population ne connaît pas tellement ça. Vous allez poser la question à un paysan de Dangasa, il vous dira, monsieur, de quoi s'agit-il? Donc, il faut communiquer, il faut expliquer la réalité aux gens. Nous savons tous que la guerre consomme beaucoup d'argent et nous sommes en guerre. Ça, c'est une vérité. Et pour qu'un État soit souverain, il faut un certain nombre de facteurs, il faut un certain nombre de critères. Est-ce qu'à présent, nous répondons à ces critères? Parce que je me rappelle bien, il n'y a pas longtemps, Madame la ministre de la Santé, Badialo Touré, s'est rendue à Genève avec le bavard, l'avocat Sidiki Fomba, le bavard du CNT, là, qui parle à tout bout de champ, pour commander un peu d'argent pour nos sinistrés, 700 et quelques millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc tout ça, ça prouve que jusqu'à présent, nous avons besoin d'être souverains, comment, mais avoir des fonds. Monsieur Koba, montant symbolique et on ne peut pas parler d'abus de la résilience des Maliens. Que pensez-vous justement de ces mesures-là prises récemment, ces mesures fiscales? Vous savez, ces mesures fiscales ont fait les choux gras de la toile de certains milliers à Bamako et à l'intérieur du pays. Vous savez que pour beaucoup, ça ne fera qu'augmenter sur ce que la population doit déjà supporter. C'est-à-dire que pour certains, ça va précariser davantage les revenus d'une population déjà exsangue par la crise économique, par la crise sociale, par la crise sécuritaire. Donc pour beaucoup, cette mesure tombe très mal. Cette mesure ne tombe pas à pic, mais cette mesure tombe plutôt mal. Parce que vous savez, pour vous dire que la population n'a pas été suffisamment informée en son temps sur les types de prélèvements, comment les prélèvements seront effectués, et ça concerne quel et quel secteur. Parce que d'après ce qu'il a eu à dire lors de la conférence de presse, il a parlé d'un prélèvement de 200 milliards de francs CFA, soit 355 millions d'euros, et ces prélèvements seront effectués sur les boissons alcoolisées, les entreprises de communication, les services commerciaux de communication téléphonique et certains transferts. Donc par rapport aux chiffres, il n'a pas encore bien communiqué. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter de diriger un pays à huis clos. Ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai qu'il s'est fait renforcer par le ministre de l'économie et des finances, qui est le plus avoir du gouvernement d'ailleurs, parce que c'est ce que nous disons des ministres de l'économie et des finances. Mais toujours est-il qu'il fallait vraiment, dès le début, expliquer le contenu à la population. Parce qu'on se rappelle qu'en 2012, il y a eu quelque chose de ce genre. On a demandé une tête pour soutenir les forces armées. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été débloqués par les citoyens. Je ne veux pas mettre en cause la crédibilité de Tienan Koulibaly, qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais beaucoup se demandent où est passé cet argent. Donc si on vient à faire des prélèvements de ce genre, la population veut savoir où passent les sous. Pour quelles raisons? Parce qu'on dit que c'est pour développer les infrastructures de base, c'est pour soutenir nos forces armées. Vous savez que la guerre, ça coûte cher, et c'est pour soutenir le secteur énergétique. Mais est-ce que, en soutenant ces différents secteurs, est-ce que ça va impacter sur la population? Parce que nous savons tous qu'actuellement, avec le type de régime que nous avons, on n'est pas en ordre de sainteté avec les institutions financières internationales. Donc c'est pour cette raison que l'État a décidé de prendre ces mesures. Et je crois que le prélèvement s'effectuera chaque année. Et je pense que l'exemple type, ça, c'est le cas du Burkina. Et dès le départ, le Burkina a été très clair sur les boissons, sur les salaires des fonctionnaires, etc., etc. Et même sur le cas du CNT, j'ai entendu de la bouche du capitaine Ibrahim Traoré que les membres du CNT perçoivent des indemnités de session, mais ne perçoivent pas de salaire. Or ici, nous savons tous que les membres du CNT, je n'ai rien contre eux, mais ont un salaire fixe. Et 147 membres, et quand on voit le montant qu'on leur octroie, quand on voit qu'au niveau de la presse, ça ne va pas, ça fait 4 ans que nous n'avons pas d'aide dans la presse, moi j'ai dit il y a du gaspillage. Moi j'avais même demandé à ce que le président de la tranche, chef de l'État, légifère par ordonnance et que le CNT soit dissous. Parce que le CNT, je ne vois pas l'utilité du CNT actuellement. Donc c'est pour dire que les prélèvements, même si les prélèvements sont les bienvenus, qu'on continue davantage à expliquer à la population de quoi il s'agit. Parce que jusqu'à présent, les gens sont dans l'expectative. Si on donne les sous là, où vont passer les sous, etc. Donc il faut que l'État soit de plus en plus précis. C'est pourquoi au passage, je remercie la tour de contrôle qui n'est plus là. Ça, c'est le docteur Choguel Kalamega. Vraiment, s'il était là, on allait comprendre davantage et réellement ce qui se passe par rapport à ces taxes-là. D'accord. Monsieur Aïdara, et vous, quel regard portez-vous sur ces nouvelles taxes-là?
D'abord, c'est une pratique normale. Je pense que chaque État, dans sa gestion au quotidien, dans le processus budgétaire, a pour objectif d'augmenter ses recettes, d'augmenter ses assets, la capacité à récupérer de l'argent, et ensuite on peut enclencher des processus d'économie, etc. Mais la priorisation, c'est comment trouver de nouvelles sources. Maintenant, pour trouver de nouvelles sources, il y a 2 critères qu'on peut mettre en place. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est distribué également sur la population? C'est-à-dire que quand l'État émet une nouvelle taxe ou impôt, ça repose sur qui? Est-ce que c'est les pauvres les payent, les couches les plus démunies? Quel est l'impact? Donc on essaie de faire de telle sorte que l'argent récolté ne repose pas, en tout cas sur les couches les plus défavorisées, pour ceux qui pensent de gauche, donc qui essaient de privilégier, on prend sur les produits de luxe, les produits les plus chers. Il faut savoir qu'on a tardé même à prendre ces mesures-là. Le Burkina a été précurseur en la matière, je parle de mesures spéciales. Et comme il l'a dit, il y a beaucoup de confusion. Et du coup, je vais quand même donner quelques détails sur qu'est-ce qu'il s'agit exactement. Donc, il y a la contribution spéciale solidaire qui, elle, concerne toutes les entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés. Donc, elle est de 0,5% sur le chiffre d'affaires hors taxe. Ça concerne presque toutes les sociétés qui payent l'impôt sur les sociétés. Donc, cette taxe sera collectée de la même manière que la TVA est collectée par la direction des impôts. Ensuite, on rajoute à ça des contributions spéciales sur les boissons alcoolisées. Donc là, on a mis des contributions par litre. Ça va de 1000 francs par litre à 6000 francs par litre, selon que ça soit produit à l'interne ou importé. Par contre, les boissons qui sont produites, alcoolisées, qui sont produites au Mali, qui sont destinées à l'exportation, ne sont pas concernées. Donc, pour dire que c'est le fonctionnement normal d'un État. Maintenant, que ce soit pour ces nouvelles taxes ou les taxes précédentes, on doit toujours se demander quel est l'usage de ces taxes-là. C'est pour ça que l'État doit rendre compte de l'exécution du budget. On parle de budget, programme, etc. Donc pour dire c'est aller dans ça, etc. Mais c'est un acte de gestion normal quand on dirige un État. D'accord. Alors monsieur, au cours de la rencontre, les autorités ont affirmé que ces nouvelles taxes sont indispensables pour le financement des politiques publiques et le maintien des engagements sociaux du gouvernement. Docteur Touré, du coup, dites-nous, est-ce que ces nouvelles taxes sont nécessaires, véritablement nécessaires à l'autonomie financière et en fait au projet de financement des politiques publiques du pays? Bon, s'agissant des projets de taxes, il y a 2 lectures possibles avant d'entrer en profondeur sur le fond. À première vue, il y a le caractère impopulaire, parce qu'on a vu il y a beaucoup de rejets, notamment au sein de la population sur les réseaux sociaux. Ceux qui penseraient que c'est une campagne de désinformation, d'autres pensent que c'est une mauvaise communication. Et pour moi, c'est la communication politique qui devait être en amont. L'État devrait plutôt communiquer avant de prendre même le décret. Comme cela est fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudrait aller au-delà de cette conférence de presse par les autorités, notamment le PM et les ministres, aller dans les villes, les campagnes pour expliquer le pourquoi, le comment des taxes, notamment par une large consultation sous forme des petites rencontres au niveau régional pour voir le bien fondé et aussi recueillir la frange de la population qui poserait une petite résistance, parce que certains ne se reconnaissent pas dans ces décisions, malgré que c'est l'instance suprême des consommateurs qui a autorisé, qui a donné son aval. Et deuxième lecture possible, c'est que ces taxes, pour moi, sont à point nommé parce que, comme on l'a dit, en termes de souveraineté, la souveraineté ne s'accommoderait pas avec l'aide publique au développement. Et si on est vraiment souverain, il faudrait qu'on se prenne en charge. Et dans le contexte spécifique du pays, du Mali actuel, d'autres voix aussi s'élèvent. Je vis depuis ce matin des voix qui disent que dans le contexte, est-ce que la légalité même ici est la légalité des taxes par rapport aux ordonnances et ce que le CNT aurait autorisé. Et pour moi, c'est des questions de débat, de fond et de forme que l'État devrait prendre en compte, discuter avec l'ensemble des populations, y compris cette frange de la population qui ne se reconnaissent pas dans les taxes, qui disent vraiment qu'ils ne sont pas pour nous, sur le problème, ils ne sont pas d'accord. Parce que, à mon avis, on n'a pas besoin de tirer à boule roulée ou de faire des tensions inutiles. Donc, chacun de nous, si en réalité on veut être souverain, il faudrait qu'on se prenne en charge. Et la troisième partie de la population qui disent vraiment il faut l'exemplarité.
L'exemplarité veut dire revoir le train de vie de l'État. Quant aux institutions, comment récupérer, quel que soit le montant, récupérer pour laisser tomber les taxes, pour que les populations puissent garder ce qu'on appelle la parfaite symbiose, la parfaite harmonie qui existait entre les populations. Donc il y a un point sur lequel l'État pourrait mettre l'accent, ce qu'on appelle la mode, notre forme de gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire donner la parole au public, donner la parole au peuple, et en retour prendre en considération cette nouvelle forme de gouvernance qu'on appelle le peuple décide et le gouvernement est là pour le peuple. Donc moi je pense avant toute chose, le gouvernement pouvait accentuer la communication politique, aller dans les grandes villes, expliquer le pourquoi et le bien fondé, pour ne pas qu'on se retrouve dans d'autres situations où les tensions ne seront pas, moi à mon avis, c'est des tensions, comment dire, il n'y a pas de petite menace, mais je vois vraiment que cette situation est en train de créer un petit fossé entre les gouvernants et le gouvernement. Nous, on n'a pas besoin de ça. Alors, docteur Amara, comment comprenez-vous effectivement l'impopularité de ces mesures? Parce que c'est un fait, ce qu'il dit. On demande aux Maliens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des émissions radio, on a posé la question aux Maliens et c'est des mesures que les Maliens n'ont pas peut-être bien compris, mais ce qui est sûr, c'est des mesures que les Maliens n'ont pas applaudi du tout. Comment comprenez-vous l'impopularité de ces mesures et selon vous, quelles sont les chances du projet de passer devant le CNT, parce qu'elles ne seront appliquées que lorsque le CNT lui accordera ses faveurs? Merci. Sur la question de l'impopularité, je pense qu'il y a une première analyse à faire. C'est le contexte, sociologiquement parlant. On est dans un contexte d'un pays, dans une confédération qui s'appelle l'AES, contexte économique difficile, avec les tensions de toutes les banques qui sont censées prêter de l'argent. Bon, ça c'est le premier contexte sociologique, un contexte difficile avec des conditions de vie difficiles pour les populations. Par exemple, lorsque vous achetez quelque chose à 500 ou 1000 francs, il y a un prélèvement automatique qui est fait. Et ça a du mal effectivement à passer au sein d'une population qui est déjà en prise avec les tensions sécuritaires, avec toutes ces populations déplacées, avec tout ce qui s'est passé, avec la crue, des villages entiers ont été déplacés. Bon, voilà, ça c'est la première analyse. La deuxième analyse par rapport à l'impopularité qui a été soulignée d'une façon ou d'une autre, fondamentalement c'est la question de la pédagogie. Je pense que ça a été pris par ordonnance le 7 février dernier. Donc on n'est même pas passé devant le CNT pour faire passer le texte. Donc, et je pense que cela a manqué, je pense, de vigilance politique, de prudence, je dirais même politique, pour faire d'abord le débat, voir comment cela est senti au sein de la population, parce que la difficulté qu'on a dans nos pays, c'est avoir des études d'impact des projets avant de les appliquer. Et ça n'a pas été fait, et c'est pour cela que les Maliens, de manière générale, ont du mal à l'accepter. L'autre partie de votre question, sur ce projet-là, je pense que aujourd'hui, ce que les Maliens attendent majoritairement, c'est pas tant le fait qu'il y a une fiscalité plus importante que le fait que Badou l'avait souligné à un moment, qu'il y ait une espèce d'exemplarité des institutions importantes. Il avait cité tout à l'heure le CNT, mais je pense qu'il faut une politique de rigueur vis-à-vis des institutions importantes qui sont gourmandes en dépenses publiques. C'est ça qu'il faudrait faire. Et si on donne une espèce de gage, de garantie vis-à-vis de la population, on commence par nous-mêmes pour dire que voilà, au lieu de percevoir 1500 ou 1 500 000 net, moi je vais avoir une espèce de solidarité nationale vis-à-vis de mes concitoyens. C'est moi qui paye, c'est pas eux. En ce moment-là, je pense qu'une partie de la population malienne serait, j'utilise le conditionnel, d'accord à aller dans ce sens. Mais tant qu'il n'y a pas cette espèce de solidarité nationale ou de sacrifice, qui est un terme un peu religieux, mais qui est fort, qui a du sens dans notre contexte sociopolitique, en ce moment-là, ce texte-là aura plus de chances en tout cas, à atteindre ses objectifs, qui est de passer par cette fiscalité pour financer la question énergétique, pour financer la question des infrastructures, ce qui a été dit, et en bambara et en français dans la conférence de presse. Et les chances que le CNT valide le projet, selon vous?
Alors ça, c'est le débat politique. Et je pense que le CNT ne pourrait pas faire autrement. Le CNT, il est là grâce aux autorités actuelles, majoritairement. Il va avoir du débat pour faire vivre la démocratie, même s'il y en a qui ont du mal avec la démocratie, c'est important. Si je peux me permettre. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est... je ferme mon film. Donc ce serait bien que ce débat-là puisse se faire, mais je présume qu'au niveau du CNT, le projet passerait sans problème. D'accord. Oui, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Il y a un passage important que le ministre a dit dans ses propos. Rappelez-vous le sujet sur l'EDM. Un des voies de sortie pour arrêter que le déficit se creuse, c'est la question du tarif social et des subventions. Je rappelle que c'est des centaines et des centaines de milliards dans le budget de l'État. Donc pour financer toute cette restructuration, soit on augmente ce tarif pour l'ensemble des Maliens, là ça aura plus d'impact sur les couches les plus défavorisées. Je pense que c'est cette logique qui les a conduits, et ça a été d'ailleurs dit, ce fonds est dédié exclusivement, pas que, à la problématique énergétique. Donc je pense qu'il y a eu un arbitrage qu'il a fallu faire pour retrouver des sources de revenus, sinon le déficit de l'EDM ne ferait que se creuser tant qu'on utilise le pétrole. Et je suis toujours avec vous, M. Haïdara. Nombreux sont les Maliens à se poser la question aussi de savoir est-ce que c'est la fin des taxes désormais? Est-ce qu'après ces taxes-là, d'autres taxes ne vont pas suivre? Moi, je souhaite qu'il en ait d'autres. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, les Africains, nous avons perdu un certain nombre de réflexes. Nous n'avons pas compris c'est quoi l'État, comment l'État gagne l'argent. L'État n'est pas une entreprise. L'État ne produit pas d'argent. Du fait de cette logique de bailleur de fonds, on avait dans notre tête l'argent miracle. Or, le fondamental d'un État, c'est le prélèvement sur les activités internes. La particularité des pays africains, une de leurs difficultés, c'est que l'État a beaucoup de mal, même les taxes qui existent, elle a beaucoup de mal à les recouvrer à leur pourcentage assez élevé, comme ça pourrait l'être. Si on rajoute à ça les corruptions dans les différents pays, donc c'est tout à fait normal. Et j'ai dit aux Maliens, c'est comme ça qu'un pays se développe. Dans les pays européens, quand vous travaillez, le salaire brut, en général, il y a 30 à 40%, voire 50% qui va au budget de l'État. C'est ça qu'on doit retrouver au niveau des routes. Donc, il faut désormais qu'on apprenne à se débarrasser de cette logique d'argent des bailleurs de fonds pour compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous devons contribuer. La seule chose, c'est que ça soit clair, transparent, que le reporting soit fait, qu'on puisse tracer là où l'argent est parti. Et je pense que quand cela est fait, il n'y a pas de problème sur ces sujets. M. Koba, tel est votre avis également? Et avant de répondre sur votre question, il serait important de rendre hommage aux martyrs de Bilari Koto dans le cercle de Caille. 48 femmes sont tombées là-bas, dans une mine, suite à la mauvaise manipulation d'un 4 pierres par un Chinois. Donc ça va mettre les hommes en chômage technique. Il y a eu le cas de Danga à Kangava, il y a eu Kobadani, il y a eu deux morts. Et sans compter ce qui s'est passé à 35 km de Gao, à Kobe. Donc vraiment, je tiens à leur rendre hommage. Ce sont tous des victimes de cette tragédie que nous sommes en train de vivre. Pour rebondir sur votre question, si vous pouvez y revenir sur la question. Le problème, c'est que des Maliens redoutent que ce ne soit vraiment le début d'un enchaînement de taxes à payer. Et pour M. Haïdara, ce serait même souhaité. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, ce que j'en pense, vous savez, le problème de cette transition, c'est le brouillard de la confusion. Nous devons sortir du brouillard de la confusion. Vous savez, les problèmes économiques ne peuvent être résolus que par des solutions économiques. Ce n'est pas par des vains mots, par des discours, par des notions de souveraineté qui ne tiennent pas liées. Je crois que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, le peuple malien souffre. Et ce peuple souffre depuis 5 ans. Et le peuple a décidé d'être résilient compte tenu de la gravité de la situation. Mais il faut que nous sortons de ce mauvais pas. Et l'alerte a été donnée par la tentative de retour de l'imam Mamoudoukou. Donc il y a eu des attroupements. On en parlera. Et ces attroupements, ce n'était pas seulement par rapport au retour de l'imam Mamoudoukou, c'est pour manifester le mécontentement de la population par rapport à la crise aiguë qui traverse ce pays-là. Il me semble que les autorités de la transition souvent portent des verres en banco.
elle ne voit pas la réalité. Donc, disons la réalité. Il est bon de prélever des taxes, il est bon de parler de souveraineté. Et même le Canada a été développé par un système d'épargne. J'ai suivi un documentaire hier par rapport à ça. Mais le problème est que, est-ce que le moment-ci, et si le moment-ci, il faut donner des explications détaillées, comme l'a dit le docteur Amar. Il faut expliquer, il faut faire comprendre à la population qu'est-ce que c'est que ce genre de taxes. Parce que la population ne connaît pas tellement ça. Vous allez poser la question à un paysan de Dangasa, il vous dira, mais de quoi s'agit-il? Donc il faut communiquer, il faut expliquer la réalité aux gens. Nous savons tous que la guerre consomme beaucoup d'argent. Et nous sommes en guerre. Ça, c'est une vérité. Et pour qu'un État soit souverain, il faut un certain nombre de facteurs, il faut un certain nombre de critères. Est-ce qu'à présent, nous répondons à ces critères? Parce que je me rappelle bien, il n'y a pas longtemps, Madame la ministre de la Santé, Badialo Touré, s'est rendue à Genève avec le bavard, l'avocat Sidiki Fomba, le bavard du CNT, là, qui parle à tout bout de champ, pour commander un peu d'argent pour nos sinistrés. 700 et quelques millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc tout ça, ça prouve que jusqu'à présent, nous avons besoin d'être souverains. Comment? Mais avoir des fonds. Le prélèvement des fonds ne peut se faire que sur l'épargne nationale, sur l'économie nationale. Parce que comme il l'a dit, l'État est là pour coordonner, pour réguler. Mais l'État n'est pas une vache laitière. C'est pourquoi nous disons que les institutions doivent aussi réduire leur train de vie et réduire le train de vie des ministres. Des ministres qui circulent en V8, nous voulons voir ces ministres dans des Toyota Alpha pour donner le bon exemple, pour prouver que réellement ils ont opté pour la résilience, ils ont décidé de soutenir la souffrance de la population. Vivre la réalité de cette misère avec la population. Parce qu'un niveau de richesse dans un océan de misère, ça peut toujours aboutir à une révolte. C'est que nous ne souhaitons pas. Parce qu'aujourd'hui, les pays de l'AES sont dans une dynamique de donner le bon exemple à l'ensemble de l'Afrique. Et pour cela, il faut quand même des leviers économiques. Et ces leviers économiques ne peuvent venir que de nos peuples. Maintenant, il faut réellement détailler les choses aux populations pour que les populations puissent comprendre. Sinon, personne n'est contre le prélèvement des taxes. Et aujourd'hui, on parle de l'AES, de la Confédération AES. Ailleurs dans le monde, l'AES est cité un exemple. Mais il faut que nos États s'assument et qu'on fasse comprendre réellement où va passer cet argent. Je reviens encore là-dessus. Il ne faut pas prélever des sous et que les coûts d'électricité continuent. Parce que le mois de carême pointe à l'horizon. L'année dernière, il y a eu 126 morts par la faute de la canicule. Et j'ose espérer que cette année, ça ne se reproduira pas. D'accord. Oui, docteur Amara. Je voulais juste apporter une petite précision. Je pense que méfions-nous de mettre tout le monde dans le même sac. L'État, bien sûr, c'est son job. Prélever la fiscalité, les taxes, les impôts, tout ça, c'est son job. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On appelle les catégories socio-professionnelles. Quand on les regarde, ce n'est pas tous les Maliens qui ont des salaires. Ce n'est pas tous les Maliens qui ont les possibilités de payer les taxes comme tout le monde. Pour un fonctionnaire, pour un médecin, pour, je ne sais pas, un infirmier ou un entrepreneur, c'est possible. C'est là qu'il faudrait arriver à faire le distinguo sans hiérarchiser les Maliens. C'est pas ça la question. C'est qu'on n'a pas les mêmes pouvoirs d'achat. C'est une question de pouvoir d'achat. Et c'est ça où la pédagogie devient intéressante pour éviter que la façon de faire soit un sujet de reproduction des mécanismes d'inégalité dans la société et qui revient à ce que disait M. Barrou sur des frustrations, des gens qui sont mécontents, pourtant qui sont par ailleurs des soutiens. En tout cas, ces taxes-là, cette question des taxes soulève quand même un grand débat en fin de compte. Et ce débat est toujours là. Ça nous interroge sur notre politique souverainiste. Selon vous, Dr Amara, et puis après, ce sera le tour de Dr Touré, est-ce qu'en fin de compte, nous avons une bonne politique souverainiste? Alors, s'il faudrait qualifier la politique actuelle, la gouvernance actuelle, parce que moi je ne parle pas de souverainisme, parce que je parle d'indépendance, de liberté d'action vis-à-vis de tout ce qui s'est passé depuis 2021, pour être précis, jusqu'à aujourd'hui, sur cette liberté vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Est-ce que c'est la bonne politique pour la qualifier? Je pense que la façon dont le Mali et le Burkina, parce qu'il faut avoir une lecture géopolitique de ce qui se passe. Ces trois pays se sont mis ensemble pour penser la sécurité, par exemple, pour penser le développement, parce que c'est ça aussi, sécurité, développement et paix. Je pense que c'est une bonne alternative pour changer la donne. Mais faudrait-il que cette façon de faire, de poser les choses, prenne en compte les subtilités locales, territoriales, je dirais même, de chaque pays. Bien évidemment,
On retrouve le moussi partout, on retrouve le bambara partout, le peul, le songoï, le bois, le bosso. C'est pas ça la question, c'est qu'il y a une inégalité territoriale liée à cette crise sécuritaire qui doit obliger les trois États, en fonction le Mali, à avoir une politique adaptée, modélisée sur les réalités. Je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne ou une mauvaise politique, je dirais juste qu'il faudrait, Barrow a parlé de régulation, et c'est ça qui est fondamental, il faudrait équilibrer les politiques actuelles. Qu'il s'agit de la politique éducative, il y a des écoles qui ne sont pas ouvertes pour des tas de raisons, ou des universités qui sont en grève, etc., pour des primes de recherche qui sont importantes et qui sont nécessaires, qui sont légitimes par ailleurs. Donc il y a tout ça qu'il faudrait regarder, c'est avoir des politiques pas seulement sectorielles, mais des politiques qui sont des politiques plus égalitaires, tenant compte des réalités territoriales. C'est important de regarder la carte des territoires. Quand je dis territoire, c'est les régions, vous voyez, ce qui se passe à Caille, par exemple, cette mine d'or aurifère, ce qui s'est passé, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Il faudrait arrêter cette saignée. C'est des familles, c'est des hommes et des femmes qui partent comme ça. Et qu'est-ce qui est fait demain pour arrêter ça? Sur l'exploitation aurifère, on va dire anarchique, par exemple. Et on pourra multiplier les exemples dans ce domaine. On retrouve le même sujet de préoccupation sur la santé, par exemple. D'accord. Docteur Touré, votre regard sur notre politique de souveraineté. Avons-nous les moyens alors de faire face aux besoins de gouvernance, aux besoins en fait de l'État, et en même temps, avons-nous la possibilité de mener alors ce combat pour la souveraineté? Évidemment, nous avons les moyens parce que dans la pyramide de souveraineté politique, nous avons deux choses, il nous manque la troisième parce que la première des choses pour un pays où être souverain, c'est avoir une économie, battre sa monnaie. Et si aujourd'hui on parle des États-Unis, c'est qu'il y a le dollar, chaque pays émergent à sa monnaie. Donc la difficulté majeure de l'AES à ce jour, c'est les problèmes économiques. Nous avons les deux points de la souveraineté, c'est que nous avons notre politique militaire, l'équipement en formation. Nous avons les réformes politiques qui sont en cours, avoir des institutions fortes, plus fortes que les hommes, parce que les institutions vont rester, les hommes vont passer, notamment les multiples réformes engagées dans les pays, notamment au Mali. Nous avons les réformes politiques telles que l'EJ, qui en quelques mois a pu organiser le référendum. Nous avons le code minier. En tout, nous avons des batteries de réformes qui sont en cours. Mais la difficulté reste toujours la difficulté économique. Sans l'économie, sans avoir sa monnaie, nous ne pourrons jamais atteindre la souveraineté à 100%. Donc c'est pour dire que nous sommes à 80% souverains. D'où les difficultés, c'est pour les difficultés économiques qu'on a, les taxations, les mesures de désinformation, de manipulation, les mesures où l'État n'arrive pas à bien l'expliquer. Moi, je pense que l'État aurait dû, pour ce cas spécifique des taxes, communiquer d'abord avant de faire passer le décret. Parce que comme on dit en politique, la cohérence compte, la pertinence compte. Donc il faut qu'on soit cohérent et pertinent. Et que si on est cohérent, les choses passent évidemment. Donc l'État a toujours la carte pour récupérer par une communication forte, comme je l'ai dit, aller dans les campagnes, les villes, expliquer, au-delà de ceux qui ne parlent pas Bambara, Soré, qui parlent Tamarché, qui parlent arabe, que chacun se sente concerné, et chacun puisse avoir une idée en réalité que les taxes sont des nécessités. Si en réalité nous sommes souverains, on doit en réalité produire nous-mêmes nos propres ressources. Comme je l'ai dit, l'aide au développement n'a jamais développé un pays. C'est ce que Donald Trump a notifié avec la suspension des financements liés à l'USAID. Donc ça donne vraiment une leçon de patriotisme et de souveraineté. Si en réalité l'État, même dans nos budgets, quelque part ça n'a pas marché. Pourquoi créer des budgets déficitaires? On peut créer les budgets avec nos propres moyens. C'est-à-dire si j'ai 1000 francs, je dois faire une politique de 1000 francs. Si les déficits est là, forcément, les questions de mobilisation de ressources vont toujours poser des questions. Et notamment pour résoudre ce problème, moi c'est que j'ai proposé à l'État, y compris les ressources minières qu'on a, et réduire le train de vie de l'État, ça c'est tout le monde est unanime là-dessus, qu'on revoit là où on peut couper un peu pour minimiser les taxes, et faire des assises ou des rencontres communales ou régionales par rapport à ces taxes. Parce qu'il y a vraiment un caractère impopulaire et c'est en train de créer vraiment un fossé entre les gouvernants et les dirigeants. Parce que dans le contexte malien, les petites choses commencent, après on ne sait pas là où ça peut aller. Donc pour stopper court à tout, il faudrait que l'État fasse un recul, l'État parte vers les communautés
leur donne leur parole, les écouter, quitte à prendre les recommandations, parce que je sais quand on va poser la question à la population, qu'est-ce qu'il faut? Certains vont dire qu'il faut réduire, il faut faire, il faut donc les différentes recommandations seront prises en compte pour que nous n'arrivons pas à un moment où il y aura des tensions inutiles. Parce que moi, mon inquiétude principale, c'est quoi? Parce que quand on voit les réseaux sociaux, les tensions palpables, quand Bamako est déstabilisé, nous qui sommes en Nord, ça nous pose des questions. Il faut vraiment que les politiciens qui ont des idées, qui critiquent, des critiques constructives, approchent l'État. L'État aussi fasse des ouvertures, les analystes, les économistes, chacun de nous donne un peu pour que nous puissions dépasser ce stade mais qui est nécessaire. D'accord.